Les thèmes du 22h demain, jeudi, sera une journée test pour le gouvernement et pour les syndicats qui espèrent bien mobiliser les Français contre la mort annoncée de la retraite à 60 ans. Plus d'éléments dans le tour de l'info. Grosse déception des élus de banlieue après le renvoi par François Fillon de la réforme de la politique de la ville à 2011. La plupart d'entre eux tirent la sonnette d'alarme et mettent en garde contre les risques d'embrasement dans les banlieues. Alors, la situation est-elle explosive? C'est le débat du 22h. Et puis J-16 avant la Coupe du Monde de football 2010 en Afrique du Sud. L'occasion de parler ce soir de foot et de politique avec le grand reporter au Figaro, Bruno Judy, qui publie ce livre intitulé « Sarkozy côté vestiaire, c'est chez Plomb ». Voilà pour l'ensemble des thèmes que nous développerons ce soir, mais l'actualité aujourd'hui, bien sûr, c'est l'hommage national rendu à la jeune policière municipale Aurélie Fouquet, tombée sous les balles d'un commando le 20 mai dernier à Villiers-sur-Marne. Nicolas Sarkozy a affiché aujourd'hui toute sa détermination. Il a promis, je cite, l'arrestation de tous les membres de cette bande de lâches assassins. On l'écoute. Les meurtriers d'Aurélie Fouquet, je le dis devant son cercueil, seront punis avec la sévérité qu'exige l'ignominie de leurs crimes. Je n'appelle pas à la vengeance, j'appelle à la justice. À une justice ferme, à une justice implacable. Et pour le moment, l'enquête est toujours en cours. Un premier suspect a été placé en détention provisoire. Un deuxième membre du commando a été formellement identifié. La vidéosurveillance a aussi permis de lancer les autorités sur la piste d'un troisième homme. Il faut savoir qu'il y a plus de 120 enquêteurs sur cette affaire. La suite du 22h et à présent, tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est en image avec Pierre Bonde-Joseph. À terme, il devrait remplacer la défenseur des enfants, la haute autorité de lutte contre les discriminations, le médiateur de la République et la commission de déontologie de la sécurité. C'est le défenseur des enfants, une entité qui pourrait regrouper jusqu'à 250 personnes selon le rapporteur d'un texte qui devrait arriver la semaine prochaine au Sénat, Patrice Gélard. Un monstre à 4 têtes pour l'opposition. Aujourd'hui, on a 4 autorités administratives indépendantes qui fonctionnent bien. Et qui fonctionne même peut-être trop bien parce qu'au fond, elle irrite. Chaque année, ce placement d'1 milliard d'euros rapporte quelques 40 millions d'euros au Sénat. L'État s'intéresse de près aux intérêts de la caisse de retraite de la Haute Assemblée et voudrait bien récupérer ce pactole. Lors d'un point presse, Gérard Larcher n'a pas caché son opposition à cette idée dévoilée dans les colonnes du Canard enchaîné aujourd'hui. Ici, on n'est pas un vaste économa. On est d'abord une institution pour faire la loi, pour contrôler le gouvernement, qui a quelques principes qui s'appellent l'autonomie. Et que dans l'autonomie, qui est un principe constitutionnel, il ne suffit pas que l'exécutif, quel qu'il soit, siffle pour que nous soyons dans la cour. Pour le président du Sénat, depuis 4 ans, la Haute Assemblée travaille à budget constant, ce qui équivaut à une baisse de son budget. Le Parti socialiste avait songé à les mettre à contribution pour financer les retraites. Aujourd'hui, Michel Barnier, commissaire européen chargé des services financiers, veut lui aussi taxer les banques. Une contribution obligatoire pour alimenter des fonds nationaux en cas de nouvelles défaillances bancaires. L'idée doit être encore débattue au prochain G20, fin juin, à Toronto. Mais déjà, les milieux d'affaires britanniques ont réagi. Ils se disent inquiets et craignent pour leur compétitivité. Elle vivait dans l'est de l'île de Madagascar, son regard va nous manquer. Elle, c'est la grèbe roussâtre, une espèce déclarée officiellement aujourd'hui disparue par l'ONG BirdLife International, spécialisée dans la protection des oiseaux. La Tachybaptus rufolabatus a connu un rapide déclin après l'introduction par l'homme de poissons carnivores dans le lac où elle vivait. Un nouvel exemple des conséquences inattendues de l'activité humaine pour le directeur de l'ONG. Allez, c'est l'heure du débat du 22h. L'inquiétude des élus monte concernant la situation des banlieues. La plupart d'entre eux tirent la sonnette d'alarme. Et pourtant, François Fillon, hier, a renvoyé à 2011 la réforme de la politique de la ville. Patience, patience donc. Mais peut-on vraiment encore attendre? On en parle avec nos invités. François Pupponi, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes maire, député maire PS de Sarcelles. Avec nous également Philippe Dallier, bonsoir. Bonsoir. Sénateur apparenté UMP de Seine-Saint-Denis. Ma première question s'adresse à vous, Philippe Dallier. Vous avez été déçu par le report de la réforme de la banlieue hier, annoncée par François Fillon?
Déçu, oui, parce qu'effectivement, ça fait bientôt 2 ans que nous attendons la réforme à la fois de la géographie prioritaire de la politique de la ville. Vous savez qu'on a l'habitude dans ce pays de travailler avec des cartes et des zonages. Et donc, il avait été acté depuis un certain temps que ce zonage devait être revu dans un but, concentrer les moyens sur les villes les plus en difficulté. Et puis, il y a une autre réforme que nous attendons, c'est celle de la péréquation financière, qui est rendue nécessaire d'ailleurs par la réforme de la taxe professionnelle. Et donc, sur ce sujet-là, il n'y a pas eu d'annonce de la part du Premier ministre. Et j'espère bien que, d'ici la loi de finances à l'automne, on pourra y venir. Donc, quand on dit réforme de la politique de la ville, il y a plusieurs aspects dans cette réforme. Alors, on va parler en détail, mais on retiendra quand même votre déception sur ce point. François Pipponi, vous, c'est pas de la déception, c'est de la colère. Oui, parce qu'à la fois, on attendait les réformes, et moi, je n'ai pas compris que François Fillon nous réunisse hier pour ne rien nous annoncer, ou si ce n'est le report. D'abord, il n'était pas obligé de venir parler hier. On pensait que puisqu'il installait le Conseil national des villes, c'était pour annoncer quelque chose de fort. Mais on avait l'impression, juste je vous interromps, qu'il voulait même s'excuser parfois. Il comprenait le découragement de certains élus. Il l'a dit, qu'il comprenait le désespoir de certains, la fatigue des autres. Et il a dit, mais on verra en 2011. Mais il a annoncé autre chose de pire, peut-être, parce qu'on a beaucoup d'incertitudes sur ce qui a pu être dit, on n'a pas bien compris en tout cas, c'est le gel des dotations pour les villes les plus pauvres l'année prochaine. Non, il n'a pas dit ça. Non. Alors, François Pipponi, il a un peu par habitude de noircir le tableau. Oui, il a dit que la dotation de solidarité urbaine serait maintenue. Il a eu des entretiens à la fin de la réunion avec d'autres élus, notamment avec Xavier Lemoyne, le maire de Montfermeil. Je m'en suis entretenu avec lui cet après-midi. François Fillon a confirmé qu'il y aurait progression de la dotation de solidarité urbaine. Mais quelque part, c'est quand même insuffisant. Et il faut se rappeler qu'il y a 2 ans, Fadela Amara avait essayé de réformer cette dotation de solidarité urbaine, justement pour concentrer les moyens sur les villes les plus en difficulté. Il faut aussi se souvenir que beaucoup d'élus, à droite et à gauche, avaient levé les bras au ciel en disant « Oh là là, non, on ne peut pas faire cette réforme, ça va enlever un peu d'argent à certains ». Peut-être pas forcément besoin, même si c'est pour le concentrer sur les villes les plus en difficulté, c'est difficile de le faire. Alors oui, c'est difficile de le faire. François Fillon choisit de prendre le temps. On peut le regretter, mais il vaut mieux faire une bonne réforme qui va passer plutôt qu'une réforme avortée, comme il y a 2 ans sur la DSU, où François Pipponi avait beaucoup râlé d'ailleurs. Mais ce qui est révélateur, c'est hier sur le couac médiatique et un peu de communication de François Fillon, c'est qu'à la fin de son discours, il a fallu que Xavier Lemoyne, vice-président UMP du Conseil national des villes, aille le voir pour dire « rassure-nous ». Oui, pour préciser les choses. Mais un Premier ministre qui communique et qui, à la fin, dans son discours, dit « on va geler », mais dit après « mais j'ai pas dit que c'était gelé ». Il y a un vrai problème. Donc, compte tenu du fait que la situation est quand même très grave dans les banlieues, et qu'on ne peut pas... très grave, justement. Quel mot vous employez pour décrire cette situation? Que vous ont dit vos administrés quand vous êtes venus leur dire que cette réforme, ça va être pour 2011, c'est pas pour tout de suite? Ce que je leur ai surtout dit, alors j'étais en réunion avec des habitants et des élus, c'est que si effectivement on n'a pas la DSU en 2011, et s'il n'y a pas la grande réforme, à partir de 2011, des communes comme Sarcelles, Clichy, Montfermeil vont être obligées de fermer les services publics. On ne peut plus augmenter on peut arrêter avec ça. On peut nous dire non. La DSU, elle est maintenue, c'est la question de sa progression. Donc le PS ne peut pas tout le temps nous faire. La politique de la ville, c'est trop sérieux. Des banlieues, comment vous la jugez? La politique de la ville, c'est trop sérieux pour qu'on agite comme ça des épouvantails pour faire peur. Non, fais pas peur. La DSU, personne ne peut dire qu'elle va être supprimée. La question, c'est la question de sa réforme et de sa progression. On ne parle pas de réduction, on parle de progression. Je dis la chose suivante. Donc il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il ne faut pas oublier ce que l'ANRU apporte. Il ne faut pas oublier ce que le projet du Grand Paris va apporter à Sarcelles. Mais moi, je ne veux pas qu'on jette le bébé avec l'eau du bain parce qu'on prend une année de plus de retard. Et on la prend cette année, je le regrette. Non, mais attention, personne ne dit ça. On essaie d'être des élus responsables. On a eu un excellent ministre qui s'appelait Borloo qui a fait l'ANRU. C'est parfait. La réforme de la DSU, c'était exceptionnel. On le remerciera jamais assez. Il a fait le plan de réussite éducative. C'était parfait. Ce que l'on dit, c'est que si on arrête la progression de la DSU est la seule recette qui nous permet de faire face à l'augmentation de nos dépenses annuelles. On sera obligé de diminuer les services à la population. Cette année, des villes comme Sevran votent leur budget en déficit. Voilà. On alerte les pouvoirs publics en disant les collectivités les plus pauvres, là où il y a le plus de difficultés, ne sont plus en capacité aujourd'hui, s'il n'y a pas la grande réforme, de faire face aux demandes minimum de la population. C'est pas pour faire peur, c'est uniquement pour dire la vérité. François Pipponi, Philippe Delis, dans un instant, on va faire le bilan de toutes ces mesures dont vous parlez. Une question, parce que François Fillon a parlé dans son discours de l'état des finances publiques, il a parlé du principe de réalité. Est-ce que la rigueur qui s'impose aujourd'hui en France et partout en Europe, est-ce qu'elle vous amène à revoir un petit peu vos revendications à la baisse, ou en tout cas avoir des revendications plus modestes? Est-ce que vous tenez compte de la situation générale? Bien sûr, mais d'autant plus que ce qui est dit, et ça a été dit dans le rapport Carrez qui a été remis cette semaine au président de la République, on gèle les dotations de l'État
il faut faire des efforts, tout le monde est d'accord, mais le rapport Carrez dit on gèle les dotations locales, mais il faut faire en même temps, à enveloppe constante, dans cette enveloppe gelée, une meilleure répartition entre les villes pauvres et les villes riches. Donc c'est Gilles Carrez, rapporteur de la Commission des finances internationales, qui le dit. Tout le monde le dit, y compris le rapport qui a été remis hier pour le comité des finances locales la semaine prochaine sur la réforme de l'ATP dit il faut, malgré le gel, faire de la péréquation. Donc, tout le monde est d'accord, on est absolument d'accord là-dessus. D'ailleurs, François Pupponi le sait bien, je me bats au Sénat et à chaque fois que je peux, j'interviens pour demander cette réforme de la péréquation. La loi de finances va venir. Juste pour les c'est la répartition de l'argent que l'État donne aux collectivités locales. Voilà. Aujourd'hui, on a des communes qui sont très riches et des communes qui sont très pauvres. Il faut prendre un peu aux communes très riches pour donner aux communes très pauvres. Alors, et c'est cette réforme-là qu'il est bien difficile de faire, mais il faut absolument la faire. Et même si on est dans une période de vache maigre, c'est moins facile, mais il faut quand même la faire. C'est d'autant plus important. Il y a deux mesures phares, vous en avez parlé. Il y a eu la création de l'ANRU. L'ANRU, c'est l'Agence nationale de rénovation urbaine. Et puis il y a eu le fameux plan Espoir banlieue porté par Fadela Amara. Où en est-on aujourd'hui? On regarde le sujet de Bérengère Danglas et on en parle ensemble tout à l'heure. D'ici quelques mois, ces deux tours disparaîtront de la vie des habitants des Fauvettes. Jusque-là, la démolition concernera surtout les dalles et les passerelles devenues lieux de trafic. Quant aux rénovations, elles se sont limitées pour l'instant aux édifices publics. Des travaux qui coûtent cher, plus de 207 millions d'euros financés aux 3/4 par l'État, ce qui n'est pas le cas des mesures de Fadela Amara. Tout l'argent qu'on met pour la restructuration des Fauvettes font que nous sommes une commune pauvre. Donc on ne peut pas tout faire. Et je pense que la responsabilité première d'un gouvernement, c'est effectivement de faire en sorte que notamment les jeunes aient un emploi. Plus de 12 000 personnes vivent aux Fauvettes, un tiers des habitants de Neuilly-sur-Marne, une ville de banlieue comme les autres. ZUS, ZRU, ZFU. Ces dernières années, le quartier a fait partie de tous les dispositifs qui se sont succédés, sans succès. En quelques mois, le taux de chômage des 16-25 ans est passé de 25 à 37%. Une situation qui s'aggrave, ici plus qu'ailleurs. Il y a quelque chose à faire en termes d'image, des banlieues et du 93 en particulier, ouais, c'est vrai. Parce que les jeunes, je crois que quand on a un CV 93, on a encore une barrière supplémentaire pour ne pas trouver d'emploi, donc c'est embêtant. Contrat d'autonomie, buzzing ou maison de santé, peu ou pas financé, le plan Espoir banlieue de Fadela Amara a été rebaptisé par les élus locaux, plan Désespoir banlieue. On vient d'entendre plan Désespoir banlieue. Depuis tout à l'heure, Philippe Dallier, vous soufflez. Il est trop noir ce tableau selon vous? Je souffle parce que d'abord, excusez-moi de vous le dire, mais la journaliste mélange les choses. L'ANRU, c'est la rénovation urbaine, ça concerne le bâti, les équipements publics, les logements sociaux, la mixité sociale en termes de logement. Le plan de Fadela Amara, lui, vise effectivement les jeunes, leur insertion dans la vie professionnelle. Donc il ne faut pas tout mélanger. Et l'ANRU, même si notre collègue Maillas émet quelques critiques, moi je suis en train de rendre un rapport au Sénat. J'ai interrogé 350 maires engagés dans l'ANRU. 150 ont répondu. L'immense majorité des maires est satisfaite et ils en demandent même plus en disant que ça ne va pas assez vite. Donc encore une fois, ne disons pas comme dans le reportage, mais rien en même ne temps, marche. Philippe Dallier, il y a quelques mois, vous recevez sur ce plateau, je crois que c'était juste avant ou après les élections régionales, et vous tirez la sonnette d'alarme, en tous les cas sur l'insécurité, sur le chômage, etc. Exactement, mais je veux qu'on fasse la part des choses. Je continue à dire que oui, il faut faire cette réforme de la péréquation. Oui, il faut que l'État réinvestisse ces quartiers, qu'on ait, comme je le dis, plus d'enseignants, plus de flics, plus de juges, plus de médecins dans ces territoires où il n'y en a pas assez face à la problématique. Je le dis et je continue à le dire et je regrette qu'on n'aille pas assez vite. Mais je ne veux pas non plus qu'à côté, on ait l'impression de dire qu'on n'a rien fait. L'ANRU, c'est 42 milliards sur la table, on n'a jamais fait ça. Et la DSU, elle a été doublée de par l'action de Borloo. Ne l'oublions pas. On le retiendra. François Pupponi, avec plus d'une quarantaine d'élus, vous avez signé, à l'initiative du maire socialiste de Clichy-sous-Bois, c'est Claude Dillin, une lettre, je cite, c'est une lettre à ceux qui ignorent les banlieues. Est-ce que vous avez une réponse à cette lettre? Non, on pensait en avoir une hier et je crois qu'on va redemander rendez-vous au Premier ministre, puis peut-être à Nicolas Sarkozy. Parce que moi, je suis d'accord avec Philippe Dallier. On a fait la moitié du chemin. L'ANRU, ça va dans le bon sens, mais il faut terminer. Le travail mis en place par Fadela Amara commence dans certains domaines à porter ses fruits. Il nous manque la réforme de la péréquation pour être sûr que ce que l'on investit ne sera pas perdu. Parce qu'après, il faut que les communes puissent entretenir ce qui a été investi. Il y a le problème du chômage qui est un vrai sujet. Et donc, ce que l'on dit, c'est qu'on ne peut pas s'arrêter là. C'est pas parce qu'on a commencé l'ANRU qu'il ne faut pas le terminer. La péréquation, il va tout prix le faire pour donner des moyens aux communes. Bref. Et on a le sentiment, à l'heure où on vous parle, de ne pas être forcément entendu. Parce qu'on n'a pas de réponse sur l'ANRU 2.
On n'a pas de réponse sur la péréquation. Donc on commence à être inquiet parce que socialement, la situation se dégrade dans les quartiers. Donc on a besoin d'être rassuré sur le fait que l'on va continuer cette politique qui porte ses fruits et qu'on ne va pas s'arrêter au milieu du gué. Mais je répète, on est aussi inquiet parce qu'on voit bien que les événements, les drames sociaux dans ces territoires entraînent aussi beaucoup de désespérance et qu'il y a une recrudescence, non pas de la petite délinquance, mais de la grande délinquance et du grand banditisme dans ces territoires. Je vais vous faire réagir à la question qu'on a posée avec notre partenaire lefigaro.fr. On a posé la question suivante, vous la voyez s'afficher sur votre écran. Elle arrive tout de suite. Banlieue, y a-t-il un risque d'embrasement ? Oui, à 66% pour les votants, non à 25%. Est-ce que c'est une situation comparable à l'avant 2005 ? Ce genre de questions m'exaspère. Poser les problèmes comme ça m'exaspère. Pourquoi voulez-vous que ça prenne feu ? En 2005, 2 jeunes sont morts, il y a eu une réaction, et puis un phénomène de réaction en chaîne. Pourquoi voulez-vous tout de suite ? Parce qu'il y a des problèmes sociaux qui sont patents, qui existent, parce que la crise économique est là et qu'elle frappe d'abord les jeunes de ces quartiers. On ne veut pas, on pose la question, c'est la perception des gens qui votent. Mais moi, je vous dirais, comme François Pupponi, que sur un incident donné, n'importe quand, il peut y avoir un embrasement. N'importe quand. Mais arrêtons j'allais dire, d'agiter un peu cet épouvantail. Dans ces quartiers, on a besoin que les gens puissent y vivre normalement. On a besoin que les gens se réinsèrent. On a besoin effectivement de normalité. On a envie de vivre comme tout le monde. On n'est pas des bêtes curieuses qu'on montre du doigt à chaque fois. Donc poser des questions comme ça et faire réagir des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans les banlieues, voilà le résultat que ça donne. Ça, vous ne savez pas. Ça, ce sont des internautes. Si vous connaissiez le profil de tout le monde, là, vous êtes devin. J'aurais répondu à la question non. Parce que, d'abord, personne ne peut prédire qu'il y a une explosion sociale. Par contre, ce que je pense, c'est que des événements plus graves vont se développer parce que le développement de l'économie souterraine, du trafic de drogue, va entraîner des règlements de compte, comme on le voit. Et donc, je pense qu'il y aura énormément de meurtres, de morts dans ces territoires. Donc c'est beaucoup plus grave, peut-être moins impressionnant en termes de masse par rapport à 2005, mais plus inquiétant sur le fait que l'économie souterraine est bien sûr. Merci beaucoup. On doit pouvoir régler le problème quand même si on se donne les moyens. Merci beaucoup messieurs pour ce débat. La suite du 22h dans un instant, notre chronique économique avec Jean-Louis Gombault. Mais d'abord on parle de demain. Demain jeudi, journée test pour le gouvernement et les syndicats qui espèrent bien mobiliser les Français contre la mort annoncée de la retraite à 60 ans. On verra si le ministre du Travail Éric Woerth a créé les conditions d'un sursaut de mobilisation dans le pays en confirmant, on le sait maintenant, la fin de la retraite à 60 ans. En tous les cas, les syndicats se préparent. Julie Trassard. Tout est prêt pour demain. Qu'importe ceux qui prédisent une faible participation, ici on en est sûr, la mobilisation sera forte. Certains signes ne trompent pas. En 36 heures, il y a 10 000 autocollants qui ont été pris par les militants CGT de Paris. Donc ça signifie qu'effectivement, non seulement il n'y a pas une baisse de la mobilisation, mais que les militants syndicaux et visiblement de plus en plus de salariés sont prêts à se battre. Côté direction, cet optimisme est partagé. Les appels aux arrêts de travail, aux mobilisations, aux manifestations nous laissent à penser que demain ce sera une forte journée de mobilisation qui sera encore une étape supplémentaire pour les mobilisations à venir. En revanche, à la CFDT, on tente de minimiser l'enjeu. Quelle que soit la mobilisation demain, bien sûr nous souhaitons qu'elle soit réussie, mais en tout cas, tant qu'on n'est pas au bout de cette question, tant que la réforme ne sera pas votée par le Parlement, il y a lieu de se mobiliser et d'agir sur les mesures qui nous paraissent inacceptables. Demain, la pluie risque de décourager plus d'un manifestant et surtout les syndicats ne seront pas au complet. Force ouvrière ne sera pas du cortège. En raison de désaccords sur la réforme des retraites, FO défilera seul en juin. Il y a des différences d'appréciation, donc on essaye d'être logique avec nous-mêmes. Il y a de la mobilisation au mois de mai, il y aura une mobilisation forte également au mois de juin. Ensemble, on se battra pour de meilleurs salaires. Malgré tout, les cortèges se préparent. Après l'échec du 1er mai, chacun sait qu'une trop faible mobilisation demain ouvrirait un boulevard au gouvernement. Allez, on va parler à présent dans ce journal de bonnes nouvelles apparemment, puisque l'OCDE, c'est l'Organisation de coopération et de développement économique, a relevé ses prévisions de croissance pour 2010 et 2011, y compris pour la France. On en parle avec Jean-Louis. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Ça y est, c'est la reprise. Ah, il faut le dire vite quand même. Enfin, en tout cas, ça va mieux. En tout cas, ça va peut-être moins mal. Effectivement, quand on regarde les chiffres, c'est évident. Puisque l'année dernière, l'OCDE a fait moins 3% de croissance, l'Europe a fait moins 4% de croissance, la France a fait moins 2%, donc tout était au moins. Et là, pour 2010, effectivement, pour la France, 1,7, pour plus 1,7, pour la zone euro, plus 1,2, et pour l'ensemble de l'OCDE, c'est-à-dire les pays développés, plus 2,7. Et le 1,7 de la France, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il est même supérieur
aux prévisions actuelles du gouvernement. Alors pourquoi cela? D'abord parce qu'on a fait le ménage dans les banques, on a un peu nettoyé les écuries d'Augias, donc on a un peu assaini un peu tout cela, et puis grâce aussi au plan de relance. Alors pourquoi il faut le dire vite quand même, reprise? Parce que 1-2% de croissance pour une reprise, c'est quand même des chiffres très très bas pour une période de reprise. Disons qu'on est sur un rythme de reprise diesel plutôt que sur un rythme de reprise super. Plutôt. Mais Jean-Louis, est-ce que les politiques de rigueur qui ont été annoncées et qui sont mises en place dans la plupart des pays en Europe, est-ce qu'elles ne vont pas casser le ressort, justement? Alors, l'OCDE, dans son rapport, aborde cette question et ne nie pas qu'effectivement, si vous avez une politique de rigueur un petit peu trop prononcée, vous pesez sur la demande intérieure et donc c'est handicapant pour la reprise. D'un autre côté, il est clair qu'après l'assainissement bancaire, il y a un besoin d'assainissement des finances publiques. Et l'OCDE nous dit, écoutez, on a un climat général de reprise économique, profitons-en parce que si on n'en profite pas tout de suite, on risque d'avoir de sacrés problèmes dans un avenir assez proche. Donc effectivement, ce n'est pas bon pour la croissance économique, mais si on ne fait rien, ça sera encore pire. Et là, on a cette opportunité, cette fenêtre qui s'ouvre de reprise économique qui nous permet de le faire. Pour la zone euro, profitons par exemple de la baisse de l'euro, aujourd'hui 1,22 $, donc un niveau relativement faible, pour pouvoir exporter plus, de compenser justement la restriction en matière de demande intérieure grâce à un plus de l'exportation s'appuyant sur une baisse de l'euro pour pouvoir alimenter cette reprise. Merci beaucoup Jean-Louis. Et pour finir votre chronique, on va voir, il y en a qui sont optimistes. C'est le cas du sénateur UMP Philippe Marigny qui était sur notre antenne tout à l'heure et qui a dit que c'était la fin de la récession. On l'écoute. Les chiffres à fin avril des recettes de l'État montrent des recettes fiscales nettes de 77 milliards d'euros contre 65 l'année dernière à la même date, donc plus 12. Et ceci, surtout en matière de TVA. Qu'est-ce que disent ces chiffres auxquels il ne faut pas accorder une importance surdimensionnée, parce que nous verrons bien quelle est la courbe jusqu'au 31 décembre. Ils disent que nous sommes vraisemblablement sortis de la récession. Voilà pour cette page économique. Et justement, la dernière page de ce journal, elle est consacrée à tout à fait autre chose. On parlait de foot et de politique. Nous sommes, vous le savez, à 16 jours avant le début de la Coupe du Monde de football en Afrique du Sud. Et c'est l'occasion pour nous ce soir de revenir sur les relations entre la Coupe du Monde, événement planétaire, et les différents présidents de la République en France. Regardez le sujet de Simon Barbary. Une Coupe du Monde pour remonter sa cote de popularité, rien de mieux pour un président en panne d'opinion favorable. La règle du jeu est imparable, mais la réalisation aléatoire. Jacques Chirac, en 1998, avait surfé sur la victoire des Bleus. Magie du ballon rond oblige, l'ancien locataire de l'Elysée avait vu sa cote de popularité doubler quelques jours après la finale. 12 ans plus tard, pas sûr que Nicolas Sarkozy bénéficie du même phénomène. Exit la France black blanc beurre conquérante, l'image de l'équipe nationale est ternie, les scandales de mœurs et la main de Thierry Henry lors des qualifications pour l'Afrique du Sud ont plombé la ferveur populaire. Pourtant, depuis Giscard, la France n'avait pas connu président aussi sportif. Jogger ostentatoire et fervent supporter du PSG, Nicolas Sarkozy aurait lui aussi bien besoin d'une Coupe du Monde à son palmarès. Il est l'invité du 22h. Bruno Jeudi, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Sonia. Vous êtes grand reporter au Figaro et vous co-signez avec Karim Nedjari ce livre, Sarkozy côté vestiaire. Alors vous décrivez, en cette période de Coupe du Monde, une sorte de cohabitation entre le président de la République, Nicolas Sarkozy, et le sélectionneur de l'équipe nationale, Raymond Domenech. On sait que les cohabitations politiques, ça se passe parfois bien, parfois mal. Celle-ci, comment elle se déroule ? Écoutez, elle se déroule pour l'instant de manière assez neutre. En tous les cas, pour Raymond Domenech, c'est déjà l'assurance de ne pas avoir un adversaire de plus, parce que par les temps qui courent, il y en a plutôt beaucoup plus que moins. Et donc, Nicolas Sarkozy, qui depuis le début de l'année se tient un petit peu à distance des choses du football, alors qu'il adore le football, a quand même reçu discrètement, c'est ce qu'on révèle au début du livre, il y a eu un tête-à-tête à l'Élysée, entre Nicolas Sarkozy et Raymond Domenech, à la demande de Nicolas Sarkozy, qui voulait savoir un peu comment Raymond Domenech allait préparer cette Coupe du Monde, les plans de jeu de l'équipe, les joueurs qui y seront, qui y seront pas. C'est à deux reprises, il n'a pas toujours soutenu. En fait, ce qui s'est passé, c'est que d'abord, premièrement, en 2008, après la défaite de la France à l'Euro, au championnat d'Europe, il était plutôt sur la ligne, faut changer d'entraîneur. Et puis, la Fédération française de football a décidé de garder Raymond Domenech et
bon, Nicolas Sarkozy, qui connaît les choses, sait qu'il n'a pas de pouvoir pour changer l'entraîneur. Donc allons pour Raymond. Et qu'est-ce qui se passe du coup à ce moment-là, il se met dans une position plutôt de neutralité et même de défense de Raymond Domenech, puisque après le match, pour la main de Thierry Henry, il avait soutenu Raymond Domenech. La fameuse main de Thierry Henry, Nicolas Sarkozy se garde bien de critiquer et même le soutient. Il va d'abord le féliciter à la fin du match, alors que les ministres se répandent sur les ondes des télévisions et des radios pour critiquer Raymond Domenech et même certains faire pétitionner pour faire recommencer le match. Et non, Nicolas Sarkozy, il soutient Raymond Domenech. Il intervient même un peu pour que l'UMP, qui envisage de pétitionner pour refaire le match, se calme, parce que il est ami de Michel Platini et Nicolas Sarkozy. Il a envie d'avoir le championnat d'Europe en France en 2016. Est-ce qu'on peut comparer, j'allais dire le couple, ou le duo en tous les cas, Jacquet Chirac et Sarkozy Domenech? Est-ce qu'il y a des... Alors, c'est très difficile de comparer, j'allais dire, le couple Nicolas Sarkozy-Domenech, une sorte de cohabitation, on va dire, un peu neutre, et puis on se soutient, mais pas trop publiquement. En revanche, il y a eu un vrai couple, un vrai tandem, qui était Jacques Chirac et Aimé Jacquet. Jacques Chirac a soutenu fortement Aimé Jacquet quand celui-ci était également critiqué par la presse. Il a pris fait et cause publiquement pour l'entraîneur, l'a soutenu tout le temps et jusqu'à la fameuse victoire du 12 avril 98. Et c'est vrai que quelque part, Nicolas Sarkozy doit rêver aussi d'un final façon 98. Forcément. Mais bon, en même temps, il n'y a plus les mêmes joueurs. En 2006, la France avait atteint la finale, peut-être. Et après tout, l'équipe peut se révéler là-bas. Donc tout est possible. Et Nicolas Sarkozy connaît bien le foot et il sait que tout est possible. C'est ce que vous dites. Il aime bien le foot. Il connaît même bien. C'est un fin connaisseur de ce sport. Mais il n'a pas que des bons rapports avec les différentes personnalités du sport. Il y a aussi des opposants dans le monde sportif, il y a même des hyper-opposants, ce que j'appelle les hyper-opposants, les a rencontrés. Il y a notamment Lilian Thuram qui a pris des positions très tranchées contre Nicolas Sarkozy, contre sa politique, très sensible aux questions de diversité, de banlieue. Enfin, de 2005 à 2007, ça a été une espèce de déclaration très dure des deux côtés d'ailleurs, et jusqu'à ce qu'ils se rencontrent à plusieurs reprises. On raconte plusieurs rencontres, la fois où il lui propose d'être ministre, la fois où il le reçoit pour le consulter sur les Antilles, et puis jusque même encore récemment, il y a eu des tentatives pour demander à Thuram de porter la candidature de la France à l'Euro 2016, et puis il est parti vers autre chose. Il y a Yannick Noah, qui est aussi le grand opposant de Nicolas Sarkozy, et là c'est pareil. Il y a tous les autres qu'il a réussi à avoir même ou dans son gouvernement, ou en tous les cas parmi les parlementaires, comme David Douillet. David Douillet qui était un chiracien, qui n'était pas vraiment un sarkozyste, et puis j'allais dire, David Douillet a envie de faire de la politique, donc il a quand même besoin de... il a fait allégeance, et il est devenu député UMP, et puis il n'a pas été ministre, mais peut-être le sera-t-il un autre jour. En tous les cas, c'est vrai que Nicolas Sarkozy a quand même aussi des opposants dans le monde sportif, même si... il fait de la politique, il vit la politique comme un champion. Quand on ferme ce livre, on l'a lu, on se dit que c'est un livre surtout sur Nicolas Sarkozy. Oui, c'est un livre essentiellement sur Nicolas Sarkozy, mais on parle aussi il y a tout un chapitre sur les autres présidents de la République, parce que l'instrumentalisation du sport, c'est assez ancien. Jacques Chirac a beaucoup utilisé le sport, mais le général de Gaulle était un passionné du Tour de France, il regardait le Tour de France, le Tour de France s'est même arrêté, c'est la seule fois. Nicolas Sarkozy n'a pas réussi ça, à Colombey les deux églises, pour s'incliner et saluer le président de Gaulle. Vous connaissez le score du match qui se déroule en ce moment en France-Costa Rica? Il y avait 1-1. Et ils sont toujours 1-1. Toujours, ça se passe toujours 1-1 à Lens. Donc, match à suivre. Merci beaucoup d'avoir été l'invité du 22h. C'est la fin de ce journal. Restez avec nous. Tout de suite, la suite de vos programmes avec Leader. Et puis, juste après, c'est Face à nous. L'invité, c'est Philippe Marini. Belle soirée à vous. En communication politique, on ne cesse d'innover, parfois avec succès, parfois un peu moins. Pour les 10 ans de Public Sénat, nous vous proposons de revenir sur tout ce qui a changé ces 10 dernières années en matière de communication politique. Quelles sont les innovations marquantes et quelles sont leurs conséquences? Bref, nous déshabillons en tout bien, tout honneur, les précurseurs de la communication politique. Déshabillons-les démêle le fond de la forme en revenant sur les mots et les images qui ont marqué l'actualité. Samedi à 23h45 sur Public Sénat.
publicsénat.fr devient le portail de l'information politique. Dès à présent, vous pouvez suivre l'actualité politique et parlementaire en temps réel. Conversez, réagissez et participez à tous les contenus du site. Et toujours la chaîne Public Sénat en direct, 24 heures sur 24, comme l'ensemble de vos émissions en VOD, en accès gratuit et illimité. Ma première est une mère de famille de 9 enfants, ma deuxième une chef d'entreprise qui dirige en France la filiale d'un géant américain dont elle est également vice-présidente pour les grands comptes publics à l'international, et ma troisième est très engagée pour la cause des femmes, mon tout à mi-chemin entre énergie et rigueur, se nomme Clara Guémard, elle est donc la vice-présidente du groupe General Electric pour les affaires internationales et elle est l'invitée de Leader. Clara Guémard, combien de fois on vous a demandé si vous arriviez à tout concilier, la vie de famille, la vie professionnelle? Beaucoup de fois, mais je n'ai jamais donné de réponse, puisqu'il ne s'agit pas de concilier, ça apprend simplement l'humilité et le fait que c'est rigoureusement impossible d'être parfaite. Ça vous agaçait quand on disait, vous vous sortiez une interview, alors il m'a encore demandé si je pouvais tout faire, etc. Mais je ne sais pas tout faire, je suis obligée de l'avouer. Revenons à votre groupe et à votre métier. Quand on est dans un conglomérat, est-ce que c'est compliqué la situation actuelle et cette économie incertaine? D'abord, General Electric n'est pas un conglomérat. C'est une entreprise qui fabrique et qui finance des infrastructures pour le monde de demain. On a un code génétique qui est celui de la haute technologie qui permet de construire les technologies et notamment les technologies vertes du monde de demain. Vous savez, quand vous allez visiter le site de Belfort où on fabrique des turbines à gaz et que vous allez dans une ligne de Safran où on fabrique le CFM56, le moteur d'avion, vous verrez qu'il y a des similitudes incroyables sur comment on gère la chaleur, comment on gère la production d'énergie, comment on fabrique un moteur propre, comment on diminue les émissions de CO2. Et c'est ça, General Electric. Est-ce que vous n'avez pas trop de métiers en fin de compte? Vous êtes dans la santé, vous êtes dans le transport, vous êtes dans l'énergie, vous êtes dans même la télé. Alors, on a jusqu'à la fin de l'année, on est encore actionnaire à 100% de NBC Universal. On va céder 51% des parts à Comcast à la fin de l'année. Donc on